Je versais mon âme dans chaque recoin de cette vie, amour, sueur, dollars, rêve jusqu'à un soir, autour d'un festin que j'avais acheté, assaisonné et servi, une seule phrase me brisa en mille éclats. Ce n'est pas seulement un récit de trahison, c'est un guide pour se réveiller. Si vous vous êtes déjà senti comme un décor dans votre propre histoire, restez avec moi. Cliquez sur s'abonner et laissez votre ville en commentaire, je vous écoute. Le lustre brillait comme du miel chaud, et la Fitzgerald ondulait dans les pièces que j'avais hypothéquées, et l'odeur d'agneau au romarin flottait depuis le four que j'avais préchauffé à l'aube. J'avais couru entre les courses et le pressing pour que les parents d'Olivia puissent passer à l'improviste. Encore. J'aurais dû partir quand le regard de sa mère m'avait balayé comme si j'étais un meuble. « Et vous êtes » demanda-t-elle, menton relevé. Le rire d'Olivia résonna. « C'est Marlène, notre aide à domicile. Elle garde tout impeccable. » Les verres tintèrent. Mon fils, Caleb, rit avec eux. Je me figeai, serrant une bouteille de prosecco glacé que j'avais descendue de la cave. Mon sourire resta cousu en place tandis que le sol basculait. Je posai la bouteille, marchai jusqu'à la chambre que j'avais peinte en vert sauge la semaine de l'emménagement et fermai la porte sur leur rire. Pas une voix ne s'éleva pour dire « C'est ma mère ». Le sommeil ne vint jamais. Je m'assis sur la couette que j'avais choisie, fixant la poignée en laiton que j'avais astiqué. Ma signature était sur l'acte de propriété, mon score de crédit, mon héritage de l'assurance vie de maman. Caleb avait 22 ans, tout juste diplômé. Olivia n'était même pas une note de bas de page. Je leur avais offert un avenir sur un plateau d'argent. Et maintenant j'étais laide. Le matin arriva gris. Je préparai le café, nourris le chat tigré qu'Olivia prétendait adorer, et attendis dans la cuisine que j'avais carrelée moi-même. Elle descendit en lycra fluo, les pouces volant sur son téléphone. Je fis glisser toutes les clés sur le marbre entrée, arrière, garage, portail, boîte aux lettres. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, sourcils arqués. « Bonne chance pour l'hypothèque. » Elle cligna des yeux. Je sortis en passant devant le mur de photos que j'avais encadré, le canapé que j'avais marchandé au marché aux puces, la vie que j'avais construite planche par planche. Je ne pris que mon sac et le manteau en laine que je portais la nuit où j'avais ramené Caleb de l'hôpital. Il cria mon nom depuis le porche, pieds nus, perdu. Je ne ralentis pas. La portière de la voiture se ferma avec un clic doux, silencieux, définitif. Dans le rétroviseur, il rapetissa, abasourdi. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de jeter. Moi non plus, pas encore. On dit qu'on ne sait pas qu'on se noie avant d'aspirer l'air. Cette première nuit dans le petit appartement de tante Clara, papier peint floral qui pèle, radiateur qui tousse comme un vieux fumeur, je goûtais le silence. Pas la paix. Un silence qui pesait contre mes tympans. Je posai mon sac sur la table en formica et restai parmi les fantômes de napperons en dentelle et de sachets de lavande. Je ne pleurais pas. Je ne ris pas. Je respirais simplement. Et dans ce souffle, quelque chose bougea. Mais le vrai choc n'était pas de partir, c'était ce que j'ai trouvé caché dans un coffre rouillé qui prouvait que j'avais élevé le mauvais fils pendant toutes ces années. L'appartement sentait le cèdre et le regret. Je dormais sur le canapé affaissé parce que le matelas de la chambre avait capitulé devant les mythes. Les repas étaient des crackers salés et de la soupe tomate en boîte. Personne n'appela. Pas Caleb. Pas même un texto. Olivia l'avait sûrement interdit. Ou pire, il s'en fichait simplement. Les nuits, je remplissais des cahiers de drugstore avec de l'encre et de la douleur. J'écrivais sur l'attente d'un merci qui ne venait jamais, sur les pleurs dans la buanderie pendant qu'il se moquait de mes séries à travers les murs que j'avais payés pour isoler. Puis un après-midi, en cherchant un fusible, je traînais un coffre en étain cabossé depuis le réduit sous les combles. La boîte à couture de Clara, pensais-je. À la place, des enveloppes fragiles comme des feuilles d'automne. L'une m'était adressée dans son écriture arachnéenne, datée d'il y a 31 ans. Si tu lis ceci, tu es revenu à la maison. Je suis désolé. Dedans, bracelet d'hôpital, un polaroïd d'un nouveau-né pas Caleb nommé Matthew Ellis. Clara, infirmière en maternité, avait repéré des étiquettes dépareillées, un échange de chambres précipité. Elle avait sonné l'alarme trop tard. Des années plus tard, elle avait déterré un règlement discret entre l'hôpital et la famille Ellis. Des fiches ADN le confirmaient. Caleb n'était pas de moi. Je lus jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis je me sentis plus légère.
Pas de joie, du soulagement. Chaque haussement d'épaule froid, chaque roulement d'yeux prenait soudain sens. La biologie avait murmuré la vérité que mon cœur refusait d'entendre. Je gardais le contenu du coffre dans une chemise manille neuve sous mon oreiller. Je me levais toujours à l'aube, préparais une seule tasse de café, fixais les chats de gouttière sur l'escalier de secours. Mais maintenant je regardais le monde différemment. À l'autre bout de la ville, Caleb et Olivia postaient des brunchs ensoleillés et des retraites de manifestation. J'étudiais leurs grilles comme un échiquier. L'empire de coaching d'Olivia, Olivia monte, n'était que fumée, loft loué, témoignages rédigés par des fantômes, lignes de crédit étirées comme du caramel. Caleb avait quitté son poste de graphiste des mois plus tôt pour poursuivre un but. Le but, semblait-il, ne payait pas les factures. J'ouvris un second cahier. Celui-ci contenait des dates, captures d'écran, dépôt de SARL, requête de dette. Pas pour le tribunal, pas encore. Pour l'effet de levier. Il pensait que j'avais disparu. J'étais plus proche que jamais. Un jeudi pluvieux, je traînais devant Librairie Ellis, une façade vers mousse coincée entre une boulangerie et un cinéma vintage. Il était là, Matthew, empilant des recueils de poésie, lunettes à monture métallique glissant sur son nez. Sa voix portait à travers la porte ouverte, patiente, chaleureuse. Je restais sur le trottoir d'en face jusqu'à ce que les larmes embuent mes lunettes. Je ne traversais pas. Pas encore. Je devins une ombre régulière devant cette librairie, apprenant le sourire de mon vrai fils tout en resserrant discrètement le nœud coulant autour de la vie que j'avais financée pour des inconnus. La pluie striait les vitrines de la librairie la première fois où nos regards se croisèrent. Matthew leva les yeux au milieu d'une phrase avec un client, offrit un hochement poli, et reprit le rangement. Mon pouls cognait si fort que je craignais qu'il l'entende. Je m'enfuis vers ma voiture, paume moite sur le volant. Comment dire à un homme que son histoire d'origine est un mensonge? Je revins quand même. J'achetai un Neruda corné, puis un mémoire de voyage, puis rien, je flânais seulement. Matthew commença à me saluer avec un « vous revoilà » et un sourire qui plissait les coins de ses yeux, mes yeux, réalisais-je avec un sursaut. Nous parlions de vinyle jazz, d'adaptation ciné-ratée, du meilleur chai de la ville. Je ne donnai jamais mon nom. Pendant ce temps, l'acte de propriété de la maison restait uniquement au mien. La tentative de refinancement d'Olivia échoua. Le CV de Caleb ramassait la poussière numérique. J'engageai un détective discret, pas pour la vengeance, pour la cartographie. Il revint avec un dossier, factures impayées, partenariat Instagram gonflé, un prêt étudiant en défaut. Leur château de cartes vacillait déjà. Je ne tirais pas encore la ficelle. J'attendais. Chaque visite à la librairie était une respiration. Matthew me recommanda un recueil sur le deuil. Ça parle aussi de renaissance, dit-il. Je hochai la tête, gorge nouée. Un après-midi, nous prîmes un café au bistrot d'Axe en Grave-Côté. Il raconta qu'il avait failli devenir prof de lettres, mais les livres l'avaient happé. Vous me rappelez quelqu'un, lâcha-t-il en remuant son thé. Une tante, peut-être. Je ris doucement. Peut-être. À la maison, je tapais mes notes sur un ordinateur d'occasion. Chronologie, capture, non. Ce n'était plus un journal. C'était une carte. Puis vint le jour où je consultai une avocate. Pas pour punir, pour récupérer. La maison est à vous, point final, dit-elle. On la met en vente. Je signai d'une main ferme. Le soir même, je passai devant la maison. La lumière du porche était allumée. Olivia scrollait sur la balançoire, verre de vin à la main. À l'intérieur, Caleb jouait sur console. Leur routine tournait en pilote automatique, ignorant que le sol se dérobait déjà. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'équilibre. Quand la maison serait vendue, il goûterait ce que j'avais enduré, l'impuissance. Peut-être comprendrait-il enfin ce que signifie être jeté. Je ne claquai pas de porte. Je ne criai pas. Je regardai, j'attendis, et je partis. Le premier domino tomba sans qu'ils s'en rendent compte. Le jour où la notification officielle arriva, leurs masques commencèrent à se fissurer et moi, je n'avais même pas encore révélé la vérité sur le berceau. Le jour où l'avis officiel fut envoyé, je sirotais un thé au miel dans un café près du palais de justice, le cœur aussi calme qu'un lac gelé. Mon téléphone vibra, Caleb. Je laissai sonner jusqu'au silence. Puis vint l'email. Maman,
Qu'est-ce que tu fais? Olivia panique. Bien sûr qu'elle paniquait. L'échéance de l'hypothèque approchait et le titre de propriété n'était qu'à mon nom. 2 jours plus tard, Olivia appela. Je ne décrochais pas. Son message vocal était tendu, mielleux. Marlène, il faut parler. C'est un malentendu. Caleb dit que tu traverses une phase, on veut t'aider, mais tu mets notre vie en danger. Ce n'est pas juste. Elle parlait encore de notre maison. Je réécoutai 2 fois, puis supprimé. Une semaine après, Caleb apparut à mon immeuble. Je le vis par le huton, cheveux en bataille, cernes violet, chemise froissée. Il frappa doucement. Maman, s'il te plaît, ouvre. Je restai de l'autre côté, main sur la poignée, sans tourner. Je le laissai mariner dans le silence qu'il m'avait imposé pendant des années. L'avocate finalisa la mise en vente. Tout le produit m'appartiendrait. Olivia tenta de revendiquer une contribution. L'avocate rit, qu'elle prouve un seul centime investi. Elle ne pouvait pas. Les parents d'Olivia cessèrent de liker ses posts. Ses clients annulèrent. Elle posta une vidéo larmoyante sur les lois injustes de propriété générationnelle. Les commentaires la démontèrent. Je ne postais rien. Je continuais mes visites à la librairie. Matthew et moi prîmes un autre café. Il me tendit un mémoire sur le pardon. Ça pourrait te parler, dit-il. Je hochai la tête, la gorge serrée. À la maison, je rangeai les photos de bébé de Caleb dans une boîte. Je ne les jetai pas. Je les archivis simplement. La femme qui avait tout donné n'existait plus. La maison fut mise sur le marché. Quelque part dans la librairie verte, Matthew riait avec un client, ignorant que sa vie allait basculer, mais pour le mieux. Parce que certaines pertes ne sont pas des tragédies. Ce sont des commencements déguisés. Olivia portait son masque comme une seconde peau jusqu'au jour où je l'ai envoyé à ses parents un dossier qui allait tout faire exploser. Je n'avais jamais prévu de devenir une ombre dans mon propre récit. Mais parfois, la seule façon de voir les gens clairement est de sortir de la lumière. L'idée surgit un matin en feuilletant l'annuaire local des entreprises. J'avais déjà accumulé assez de saleté personnelle. Problèmes de crédit, partenariat Instagram frauduleux, paiement d'hypothèque en retard. Mais je voulais du béton, quelque chose d'indéniable. J'engageai Darren, un consultant discret. Auditer Olivia Monte SARL. Rien d'illégal, juste un scan profond. Une semaine plus tard, il livra un dossier impeccable. Ce qu'il contenait me glaça. Pas de déclaration fiscale sur 2 trimestres, factures falsifiées, shooting dans des propriétés louées présentées comme des transformations personnelles. Ces partenariats? Liens affiliés gonflés. Elle ne simulait pas le succès, elle escroquait. Ça tiendrait devant un tribunal, demandai-je. Publiquement, elle est finie, répondit-il. Je imprimai tout. Puis j'expédiai le dossier aux parents d'Olivia, les mêmes qui avaient ri dans ma cuisine. Anonyme. Une seule note, tout ce que vous croyez savoir n'est qu'une mise en scène. 2 jours plus tard, les fissures apparurent. Le compte Instagram d'Olivia devint muet. Son dernier post, une citation sur l'incompréhension, fut inondé de questions. Son site passa en « maintenance ». Son atelier phare fut annulé pour « imprévu ». Une voisine m'apprit que la mère d'Olivia avait quitté sa maison en furie, sac à main battant l'air. Ce soir-là, Caleb appela. Je ne répondis pas. Son message, « Maman, les parents d'Olivia ne nous parlent plus. Quelqu'un leur a envoyé des documents. Ils croient qu'on les a falsifiés. C'est toi? » Je ne répondis pas. Il commençait enfin à voir Olivia et lui-même. Cette nuit-là, je retournai à la librairie. Matthew fermait. Il me fit signe. Tu devrais travailler ici, à ce stade. Nous nous assîmes par terre, parmi les cartons. Il cataloguait, je l'aidai sans qu'il demande. Pourquoi tu viens si souvent? Demanda-t-il, sans méchanceté. Je le regardai. Il avait mes yeux. J'aime l'ambiance. Rien ne fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Il pencha la tête. Moi aussi. Nous travaillâmes en silence. Pas de bavardage. Mais dans ce calme, un fil se tissa. Pas encore la vérité, mais quelque chose de proche. Et pour la première fois, je ne me sentais plus un fantôme. J'étais vue.
La femme invisible de sa cuisine avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'il n'avait jamais anticipé. Le cœur brisé ne tombe pas toujours d'un seul coup. Parfois il fuit goutte à goutte jusqu'au jour où Caleb se présenta à ma porte, effondré, et que je lui remis l'enveloppe qui allait tout changer. Je pensais que la cassure du cœur arrivait en un seul choc, comme un accident ou une porte qui claque. Mais non. Parfois elle coule lentement, comme une fuite dans un toit, goutte après goutte, jusqu'au jour où le plafond entier s'effondre. Et Caleb, lui, se tenait enfin sous l'inondation. La nouvelle l'avait atteint, la maison listée, le masque d'Olivia en miettes, son business exposé, sa réputation en lambeaux. Sans personne d'autre à blâmer, il fit ce qu'il avait toujours fait, il vint me supplier. Je l'entendis frapper avant de le voir. Un après-midi calme, tasse de thé à peine entamée. 3 coups légers, hésitants, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il sera accueilli ou repoussé. J'ouvris lentement. Il était là, parasé, amaigri, chemise sortie du panier à linge. « Maman, dit-il, la voix fêlée. Je peux entrer. » Je ne répondis pas, me contentai de m'écarter. Il resta planté au milieu de la pièce, comme s'il ne savait plus quoi faire de son corps. Long silence. Enfin, pourquoi tu fais ça? À nous? Je faillis rire. À nous. Comme s'il y avait encore un nous. Je m'assis dans le fauteuil, calme. Je ne fais rien à vous, Caleb. Je fais quelque chose pour moi. Sa mâchoire se crispa. Tu vends la maison. Ma maison. J'y ai grandi. Tu nous l'as donnée. Je gardai la voix basse. Tu as laissé ta femme faire de moi la bonne. Tu as regardé. Tu as ri. Tu n'as jamais présenté d'excuses. Il ne nia pas, baissa les yeux. Je pensais que tu exagérais. Je ne savais pas que ça te blessait autant. Je le fixai. C'est ça le problème. Tu n'as jamais cherché à savoir ce qui me blessait. Tu supposais que je serais toujours là à ramasser, payer, hocher la tête pendant qu'elle me démolissait. Il tressaillit. Olivia n'est pas celle que je croyais. Ça, ce n'est pas une nouvelle pour moi. Il leva enfin les yeux, vitreux. J'ai tout perdu. Je ne sciais pas. Non. Tu l'as donné. Silence. Tu me manques, murmura-t-il. Je me redressai. Je t'ai élevé, nourri, habillé, sacrifié pour toi. Et tu m'as laissé être humilié dans la maison que j'ai achetée. Sa lèvre trembla. Je pensais qu'elle m'aidait. Qu'on construisait quelque chose. Vous avez construit un mensonge. Et maintenant il s'écroule. Il se leva, arpenta. Donc c'est fini. Tu t'en vas. Je me levai, allai au tiroir de la cuisine, sortis l'enveloppe de Clara. Je la tins. Je vais te dire quelque chose. Écoute vraiment. Il hocha la tête, perdu. Je la lui tendis. Ce sont tes documents de naissance. Lis. Il s'assit, l'ouvrit. Son front se plissa, puis s'affaissa. Il lut la lettre, les dossiers d'hôpital, le test ADN que Clara avait fait faire en secret. Il leva les yeux, écarquillé. Ce n'est pas possible. Si. Tu n'es pas né de moi, mais je t'ai élevé comme si tu l'étais. Je t'ai tout donné, même quand tu n'en voulais pas. Il pâlit. Alors qui est ton vrai fils? Je ne répondis pas. Il resta là, bouche ouverte, les pages tremblant dans ses mains. Je ne sais plus qui je suis, chuchota Théil. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti. Pendant des années. Il ne pleura pas vraiment. Mais quelque chose en lui se brisa. Et je le vis. Pas avec satisfaction. Avec paix. Parce que j'avais enfin dit ce qu'il fallait. Je le raccompagnai à la porte. Il se tourna, yeux implorants. On peut réparer. Je soutins son regard. Je ne sais pas. Mais ce n'est plus mon travail d'essayer. Et je fermai la porte. Doucement. Pas avec rancune. Avec finalité. Parce que pour la première fois, je n'étais plus celle qui la tenait ouverte. Il m'a fallu 3 jours pour décider comment le faire, comment dire à Matthew que sa vie entière reposait sur une erreur d'hôpital, et que j'étais la mère qu'il n'avait jamais connue. Il m'a fallu 3 jours pour décider comment le faire. Je répétais la conversation devant le miroir, dans la voiture, même à la caisse du supermarché, panier d'oranges serré contre moi, murmurant des phrases à peine achevées.
Je suis ta mère. Il y a eu une erreur. Tu as vécu une vie qui n'était pas la tienne. Et moi aussi. Rien ne sonnait juste. Parce que comment lâcher une vérité pareille dans la vie de quelqu'un et espérer qu'il survive à l'impact? Pourtant, il le fallait. Matthew était à la librairie, comme toujours. La lumière filtrait en rayons dorés à travers les fenêtres, adoucissant les étagères et jetant des ombres sur le plancher de bois dur. C'était un espace sacré, un lieu où la vérité avait sa place. Quand il leva les yeux et sourit, je faillis faire demi-tour. Mais je tins bon. Salut, dit-il. Tu arrives pile. On vient de recevoir des éditions rares de poésie. J'avalai la boule dans ma gorge. En fait, je suis venu parler. Il m'observa une seconde, sentant la gravité dans ma voix. Bien sûr, viens. Il me guida par une porte latérale vers une petite salle de pause, bouilloire sur le comptoir, canapé dépareillé, table ébréchée. Vie réelle, sans filtre. Nous nous assîmes. Je viens ici pour une raison, commençai-je, tordant mes mains. Je m'en doutais, dit-il doucement. Vraiment. Tu n'es pas là que pour les livres. Je laissai échapper un petit rire triste. Non. Puis je sortis l'enveloppe, la lettre de Clara, les registres de naissance, la preuve ADN, et la posai sur la table entre nous. C'est quoi? Demanda-t-il, prudent. Quelque chose qui va tout changer. Il me regarda, attendant. Il y a 30 ans, dis-je, la voix brisée, il y a eu une erreur à l'hôpital. 2 bébés échangés à la naissance. Ses sourcils se froncèrent, la confusion fleurissant sur son visage. Mon fils, poursuivis-je, a été donné à une autre famille. Il se figea. Et le leur m'a été donné. Ses yeux fouillèrent les miens, reliant lentement les points que je ne prononçais pas. Vous pensez que je sais que tu le es. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, la prit de main tremblante. Dedans, les documents, la chronologie, l'explication, la confession discrète de Clara. Il lut en silence. Chaque seconde s'étirait en éternité. Quand il finit, il ne me regarda pas tout de suite. Il reposa les papiers, doigts encore posés sur les bords comme s'il avait besoin de s'accrocher. C'est beaucoup, dit-il enfin. Je sais. Et vous êtes Marlène? Oui. Il leva les yeux, brillant. Je ne ressens rien. Pas encore. Tu n'as pas à le faire. Je ne suis pas là pour exiger une place dans ta vie. Je voulais juste que tu saches. J'en avais besoin. Il hocha lentement la tête. Pourquoi maintenant? Parce que je ne pouvais plus vivre avec le silence. Parce que la vérité méritait de respirer. Il se pencha en arrière, expirant fort. J'ai des parents. Ils m'ont bien élevé. Je sais. Je les aime. Je ne te demanderai jamais de ne pas les aimer. Nous restâmes dans cette petite pièce entourée de livres, d'odeurs de papier ancien et de thé à la menthe poivrée. Et je ressentis quelque chose que je n'avais pas depuis des années. Du soulagement. Pas de joie, pas de clôture, mais la liberté de ne plus porter seul un poids si lourd. Il se leva après un moment, arpentant lentement. Je ne sais pas quoi en faire, avoua-t-il franchement. Moi non plus. Mais je ne te déteste pas. Les larmes montèrent à mes yeux. C'est plus que ce que j'espérais. Il se tourna vers moi. Vous n'étiez pas obligé de venir, mais vous l'avez fait. Je ne savais pas comment ne pas le faire. Il hocha encore la tête, une compréhension calme s'installant entre nous. On peut y aller doucement, demanda-t-il. Je ne veux pas en faire quelque chose que ce n'est pas. Je ne demanderai rien d'autre. Il offrit un sourire fragile. Tu veux rester pour un thé? Je souris en retour. Avec plaisir. Nous ne reparlâmes pas des dossiers cet après-midi-là. Nous parlâmes de livres, de météo, de comment il détestait le bruit des carillons éoliens mais adorait la pluie. Et bien que le passé restât encore entre nous, non ouvert et brut, nous avions commencé quelque chose. Pas une relation, pas encore. Mais peut-être, juste peut-être, un début. L'automne arriva, et avec lui la vente express de la maison, tandis que Matthew et moi construisions quelque chose de neuf, loin des ruines que j'avais laissées derrière. L'automne s'installa, et les feuilles n'étaient pas les seules à changer. La maison se vendit plus vite que prévu. J'obtins le prix total,
Plus que je n'osais imaginer. Caleb et Olivia durent vider les lieux en 30 jours. Pas d'extension, pas de négociation. Je ne les expulsais pas par colère. Je les expulsais par nécessité, car cette maison avait été ma prison trop longtemps. Regarder leurs cartons s'empiler, oreillers design, plantes en pot, gadgets achetés à crédit ressemblaient à démonter un décor de théâtre. Le spectacle était fini, l'illusion envolée. Le jour du camion de déménagement, je passais en voiture. Sans m'arrêter. Olivia aboyait sur les déménageurs, lunettes noires masquant sa fierté restante. Caleb arpentait la pelouse, téléphone collé à l'oreille. Je me demandais s'il avait jamais cru voir ce jour. S'il savait que j'en serais l'autrice. Leur chute ne fut pas spectaculaire. Pas de cris, pas de scandale aux infos locales. Mais elle fut totale. Les parents d'Olivia coupèrent les vivres. Son business perdit tous les sponsors. Sa marque, jadis immaculée, devint un sujet de murmure dans la ville. La femme qui m'avait ri au nez ne pouvait plus s'offrir ses crèmes hors de prix ni son matcha quotidien. Caleb chercha du travail. N'importe lequel. Sans diplôme récent, sans référence, les portes restèrent closes. Il emménagea dans un studio miteux en périphérie. Je l'appris par l'avocate. Je ne demandais pas, mais je ne jubilais pas non plus. Ce n'était pas vengeance. C'était conséquence. Pendant ce temps, ma vie prenait forme, tranquillement, solidement. Matthew et moi continuions nos rencontres. Café, discussions sur des livres, articles partagés, petites remarques sur la vie. Il me demanda une fois ce que j'écrivais. Je lui dis que je travaillais à un mémoire, que j'avais une histoire à raconter, même si je ne la publiais jamais. Tu devrais, dit-il. Ces histoires la comptent. Il ne m'appelait pas maman, et je ne l'attendais pas. Ce n'était pas le but. Nous construisions sur le choix, pas l'obligation. Et ça changeait tout. Un après-midi, nous flânâmes au marché fermier. Il prit un pot de confiture de pommes. Ma mère en faisait tous les automnes, rit-il. Le mot ma mère ne me piqua pas. Il sonnait juste. Parce qu'il avait une mère, et moi un fils qui ne m'avait vu qu'une fois trop tard. Certains soirs, seul avec mon thé, je me demandais si Caleb dormait sur un matelas ou par terre, si Olivia portait encore ses robes en soie, s'ils se regardaient enfin sans filtre. Je ne les regrettais pas. Je regrettais l'idée de ce que nous aurions dû être. Mais ce deuil-là s'estompe, petit à petit. Et la fierté grandit, surtout quand on apprend à s'aimer plus que leur approbation. Je repassai une dernière fois dans le vieux quartier avant la clôture de vente. Pas pour hanter. Pour dire au revoir. L'école de Caleb, le parc où je l'avais poussé sur les balançoires, l'épicerie où je comptais les bons de réduction pour son céréale préféré. Je laissais tout partir. J'avais tout donné à une famille qui n'avait rien rendu. Et maintenant je donnais à quelqu'un qui ne m'appellerait peut-être jamais maman, mais qui me regardait avec gentillesse, curiosité, respect. Parfois on n'a pas besoin de rédemption. Juste de paix. Et je commençais enfin à la sentir. Début novembre, un texto de Caleb. On peut se voir? Une seule fois. Je fixai l'écran longtemps. Ce n'était pas de la colère. C'était de la reddition. Début novembre, un texto de Caleb. On peut se voir? Une seule fois. Je fixai l'écran longtemps. Des semaines s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Des semaines de silence plus lourd qu'aucune dispute. Mais le ton n'était ni en colère, ni désespéré, ni accusateur. C'était de la reddition. Nous nous retrouvâmes dans un petit parc en bordure de ville, avec des bancs rouillés et un sentier autour d'un étang asséché. J'avais choisi l'endroit parce qu'il était neutre. Pas de souvenirs, pas de fantômes. Il était déjà là, assis, mains jointes entre les genoux. Il leva les yeux, et l'espace d'un instant, il ressemblait au garçon qu'il avait été, gauche, incertain, attendant une consigne. Je m'assis à côté de lui, veillant à garder une distance. Il s'éclaircit la gorge. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Je hochai la tête, sans rien dire. Je voulais juste comprendre. Je sortis de mon sac l'enveloppe manille. Encore. Celle avec la lettre de Clara, les documents, les résultats ADN. Je la lui tendis sans un mot. Il ne l'ouvrit pas, la tint simplement sur ses genoux comme s'il l'avait lu 1000 fois. J'ai fait mon propre test, dit-il. Après que tu m'as tout dit. Même résultat. Je hochai encore la tête.
J'ai passé des semaines à essayer de savoir quoi en faire, continua-t-il. Et je me disais, si je ne suis pas ton fils, alors qu'est-ce que j'étais? Je le regardais vraiment, et dis doucement, tu étais mon enfant. Mais tu m'as traité comme… Je sais comment je t'ai traité. Il grimaça. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Non, dis-je simplement. Mais ça ne veut pas dire que je te hais. Il tourna la tête vers moi, les yeux humides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aime enfin moi-même plus que l'idée de toi. Le silence qui suivit fut chargé de sens. Il baissa la tête. Je pensais protéger Olivia en restant avec elle. Mais j'étais juste caché derrière elle, non? Tu l'as laissé réécrire l'histoire. Et tu lui as passé le stylo. Il hocha lentement la tête. J'aimerais pouvoir effacer. Tu ne peux pas. Nous restâmes assis un moment. Deux personnes qui avaient partagé une vie bâtie sur un mensonge, en train de la défaire dans l'air froid de novembre. Puis il dit quelque chose d'inattendu. J'espère qu'il est bon avec toi. Je le regardai, surprise. Matthew, précisa-t-il. Ton fils. Un souffle se coinça dans ma gorge. Il est gentil, dis-je. Doux. Il sourit faiblement. Alors un peu de ça vient de toi. Nous rîmes tous les deux. Fatigué, doux, pas joyeux, mais pas amer non plus. Je ne veux pas être dans ta vie si ça te fait mal, dit-il enfin. Mais s'il y a jamais une place, juste un coin. Il n'acheva pas. Il n'avait pas besoin. Je me levai et regardai l'étang. Les feuilles flottaient comme des cendres à la surface. J'y penserai, dis-je. Il hocha la tête. C'est plus que j'espérais. En partant, je posai la main sur son épaule une seconde. Et ce fut tout. Le moment final, pas de clôture, mais de compréhension. Et je réalisai que c'était assez. Parce que je n'avais plus besoin de le réparer. Ni d'être réparé. J'avais juste besoin d'être libre. Et je l'étais. Vraiment. Je pensais que la liberté sonnait trop grand, trop noble, jusqu'au matin où Matthew me tendit une clé en laiton et m'ouvrit la porte d'un chapitre que je n'avais jamais osé imaginer. Je pensais que le mot liberté sonnait trop grand, trop noble, comme réservé au discours et au défilé, pas pour quelqu'un comme moi. Mais le matin où je tournai la clé de la porte de la librairie de Matthew, je compris enfin ce que c'était. Il m'avait appelé la veille, j'ai quelque chose à te montrer. Sa voix était détendue, mais avec un poids dessous. J'entrai et le vis près du mur du fond, où une nouvelle pancarte en bois était accrochée au-dessus d'une arche. Elle disait, le chapitre suivant. Je souris. C'est quoi? Il me tendit une petite clé en laiton, simple, polie. Une nouvelle section que j'ouvre. Coin lecture cosy, café, discussion communautaire. Je voulais que ça ressemble plus à un chez-soi qu'à un magasin. Je retournai la clé dans ma main. Et tu veux que je l'ouvre? Il me regarda, sérieux. Je veux que tu l'aies. Je le fixai. Il continua, voix douce. Tu as donné toute ta vie à quelqu'un. Ils t'ont traité comme un meuble, comme un fond d'écran. Mais moi, je te vois. Tu n'as rien à me prouver. Tu as assez fait. Les larmes montèrent. Je les refoulai. Tu n'es pas obligé, murmurai-je. Je sais. Mais je veux. Je marchai vers la porte sous la pancarte et glissai la clé dans la serrure. Elle tourna sans effort. Dedans, une lumière chaude filtrait par de hautes fenêtres. Étagère déjà à moitié remplie de classiques et de mémoires. Un tapis au centre, un vieux fauteuil, une petite table avec un service à thé. Ça sentait le bois neuf, le papier, la possibilité. Je me tournai, complètement défaite. Matthew. Il sourit. Considère ça à toi aussi longtemps que tu veux. Je marchai au milieu de la pièce et restai immobile, respirant tout. Cette nuit-là, je m'assis une dernière fois dans l'appartement, le vieux cahier sur les genoux, la dernière page encore vierge. J'écrivis, j'étais une femme qui a donné jusqu'à disparaître. Puis je suis devenue celle qui a tout repris. Pas avec rage, pas avec feu, mais avec silence, vérité, et une force qu'il n'avait jamais vue venir. Le lendemain, je finalisai le don. Une partie du produit de la vente alla directement à une fondation pour les femmes de plus de 50 ans qui recommencent, celles qu'on écarte, qu'on jette, qu'on sous-estime, comme moi.
Elles appelèrent pour remercier. Mais je n'avais pas besoin de merci. Parce que chaque fois que je franchissais la porte de la librairie, dans le chapitre suivant, je me rappelais qui j'étais maintenant. Pas la mère de Caleb, pas la bonne d'Olivia. Marlène Walker. Femme. Survivante. Auteur de sa propre fin. Je n'avais jamais eu besoin de permission pour recommencer. Juste une clé. Et maintenant je l'avais dans la main. Et cette fois, elle n'ouvrait pas la porte de quelqu'un d'autre. Elle ouvrait la mienne. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et partager votre histoire en commentaire. Votre voix compte. Des mois plus tard, la librairie devint mon ancre. Le chapitre suivant n'était plus seulement une pièce, c'était un refuge où des femmes comme moi venaient lire, parler, recommencer. Matthew avait ajouté des ateliers d'écriture le jeudi soir. J'animais le premier sans le dire à personne. Un soir, une dame aux cheveux gris posa son sac et me regarda longuement. « Vous êtes Marlène Walker ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. Elle sourit. « J'ai lu votre histoire sur un forum anonyme. Vous m'avez sauvée. » Elle me tendit un petit carnet. Dedans, des pages remplies de sa propre vérité. Je le pris comme un trésor. Matthew observait depuis le comptoir, un sourire discret. Nous ne parlions jamais de « maman » ou « fils ». Nous n'avions pas besoin. Il me demanda une fois « Tu regrettes ?» Je réfléchis. Seulement le temps perdu. Pas les leçons. Caleb envoya une lettre, pas un texto. Papier crème, encre bleue. Il travaillait comme aide-cuisinier dans un dîner, vivait simplement, lisait des livres sur la responsabilité. Je ne demande pas de rentrer. Juste de savoir que tu vas bien. Je répondis par une carte postale de la librairie. Je vais mieux que bien. Prends soin de toi. Olivia disparut des réseaux. On disait qu'elle avait déménagé dans une autre ville, repris un job de serveuse. Son empire n'était plus qu'un fantôme dans les archives Internet. Un après-midi pluvieux, Matthew accrocha une nouvelle pancarte à l'entrée, ouvert à tous les chapitres. Je ris. C'est toi qui l'as écrite. Non, dit-il. C'est toi qui me l'as apprise. Je sortis sous la pluie sans parapluie, laissant les gouttes laver les dernières ombres. J'avais donné une vie entière. J'en avais reçu une nouvelle, plus vraie, plus légère. Et pour la première fois, je n'attendais plus rien de personne. Je marchais simplement vers l'avant. Parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre et la mienne continuait, page après page, dans les cœurs que je n'avais jamais imaginé toucher. 1 an plus tard, la librairie bourdonnait d'une vie que je n'aurais jamais osé rêver. Le chapitre suivant accueillait des cercles de lecture, des soirées poésie, des ateliers pour mères célibataires qui, comme moi, avaient tout donné sans retour. Matthew avait engagé 2 employés. Je gérais les événements sans salaire, juste pour le plaisir de voir des visages s'illuminer. Un samedi matin, une jeune femme entra, timide, un manuscrit sous le bras. « C'est inspiré de votre histoire », murmura-t-elle. Je l'ai posté anonymement en ligne. Des milliers l'ont lu. Je feuilletai les pages, mon parcours, réécrit avec ces mots, mais la même flamme. Matthew lut par-dessus mon épaule. « On devrait l'éditer ici », dit-il simplement. Nous le fîmes. Le livre s'appela Clé perdue. Il se vendit en quelques semaines. Caleb vint au lancement. Pas invité, mais pas repoussé. Il resta au fond, casquette baissée. À la fin, il s'approcha. « Je suis fier de toi », dit-il, voix basse. Je hochai la tête. « Merci d'être venu. » Pas plus. Pas besoin. Olivia envoya une carte depuis une petite ville côtière. Pas d'excuses, juste, j'apprends. Je la rangeai sans répondre. Matthew et moi prîmes des vacances pour la première fois. Une cabane au bord d'un lac, pas de réseau. Nous pêchâmes, lûmes, parlâmes de tout sauf du passé. Un soir, il leva son verre, à la femme qui m'a trouvé sans me chercher. Je ris. À l'homme qui m'a vu sans me connaître. De retour, la fondation que j'avais financée ouvrit un 2e centre. Mon nom sur la plaque, Marlène Walker pour celle qui recommence. Je n'étais plus la femme invisible de la cuisine. J'étais l'auteur, la mentor, la clé. Et chaque jour, j'ouvrais la porte de la librairie avec la même clé en laiton, sentant le bois, le papier, la possibilité.
La vie n'avait pas effacé les cicatrices. Elle les avait transformées en cartes. Et je suivais la mienne, libre. Mais la plus grande surprise vint un soir d'hiver, quand une lettre anonyme glissa sous la porte de la librairie et révéla que l'histoire n'était pas finie. Un soir d'hiver, la neige collait aux vitrines comme du sucre glace. J'éteignais les lumières de le chapitre suivant quand une enveloppe crème glissa sous la porte. Pas d'adresse, juste mon nom en cursive élégante. Matthew était déjà parti, j'étais seule. Je l'ouvris près du comptoir. Dedans, une clé ancienne, rouillée, et une note tapée à la machine. La vérité a plus d'une serrure. Ouvre celle du 14 Elm Street, cave. Minuit. Viens seul. Mon cœur s'emballa. 14 Elm Street, l'ancien hôpital, fermé depuis 20 ans, reconverti en archives municipales. Clara y avait travaillé. Je faillis appeler Matthew. Puis je mets la clé dans ma poche et pris mon manteau. À minuit moins 5, je poussai la grille rouillée. L'air sentait le moisi et le métal froid. Une lampe torche guida mes pas vers l'escalier de la cave. Là, une porte en bois vermoulu. La clé entra comme si elle l'avait attendu. Dedans, une pièce éclairée d'une ampoule nue. Des cartons empilés, étiquetés maternité 1994. Au centre, une femme en pardessus noir, capuche baissée. Elle se tourna. Visage ridé, yeux familiers. Tante Clara, murmurai-je. Impossible. Elle était morte depuis 15 ans. Non, dit-elle doucement. Je suis l'infirmière qui a aidé Clara à cacher le dossier. Elle m'a fait jurer de te le remettre seulement quand tu serais prête. Elle poussa un carton vers moi. Dedans, plus de documents. Un troisième bébé. Un troisième échange. Pas seulement Caleb et Matthew. Une troisième mère, une troisième vie volée. Il y en a un autre, chuchota-t-elle. Et il te cherche depuis des années. Je pris le dossier. En haut, une photo. Un homme d'une quarantaine d'années, sourire timide, tenant un livre. James Ellis, frère de Matthew. Mon deuxième fils. La femme recula vers l'ombre. La clé ouvre aussi son cœur. Mais choisie avec soin. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Elle disparut dans l'escalier. Je restai seule avec les cartons, la neige tombant dehors, et la certitude que mon histoire venait à peine de commencer un nouveau tome. Le lendemain matin, je composai le numéro sur le dossier et la voix qui répondit fit trembler la clé dans ma main. Le lendemain matin, la neige avait blanchi la ville comme un voile neuf. Je tenais le dossier contre ma poitrine, la clé rouillée dans ma poche, et composai le numéro noté au crayon en haut de la photo. Une sonnerie. 2. Puis une voix d'homme, grave, hésitante. Allô? Mon souffle se bloqua. James? James Ellis? Silence. Oui, qui est à l'appareil? Je fermai les yeux. Marlène Walker. J'ai des documents à vous montrer. De l'hôpital. 1994. Un bruit étouffé, comme s'il s'asseyait brutalement. L'hôpital? Mon Dieu! Vous êtes la troisième? Je hochai la tête, oubliant qu'il ne pouvait pas voir. Oui. Clara a laissé plus qu'on ne pensait. Il y avait 3 bébés. Vous, Matthew, et l'enfant que j'ai élevé. Il expira lentement. J'ai toujours su que quelque chose clochait. Mes parents, ils ont reçu un paiement, mais jamais expliqué. J'ai cherché pendant 20 ans. Je serrai le téléphone. Matthew ne sait pas encore. Je viens de le découvrir hier soir. Il faut qu'on se voie. Tous les 3. Sa voix tremblait, mais déterminée. J'ai des lettres, des photos. Ma mère adoptive a gardé un journal. Elle se sentait coupable jusqu'à la fin. Je fixai la neige par la fenêtre de la librairie. Demain soir. Ici le chapitre suivant. À la fermeture. J'y serai. Je raccrochai, les mains tremblantes. Matthew arriva pour ouvrir, remarqua mon visage. Tout va bien. Je lui tendis le dossier. Non. Mais ça va le devenir. Lis. Il lut en silence, les pages bruissant comme des feuilles mortes. Quand il leva les yeux, ils étaient humides. Un frère. Ton frère. Mon autre fils. Il posa le dossier,
me serra dans ses bras pour la première fois. Pas comme un fils à une mère, mais comme deux âmes enfin alignées. On va l'accueillir ensemble. Ce soir-là, la librairie ferma tôt. Nous préparâmes 3 tasses de thé, 3 chaises en cercle. La neige tombait toujours, effaçant les traces anciennes. À 20 heures précises, la porte s'ouvrit. James entra, écharpe enneigée, un carton sous le bras. Il nous regarda, Matthew, moi, et sourit comme s'il rentrait enfin chez lui. « Salut, maman », dit-il simplement. Et pour la première fois, 3 clés tournèrent dans la même serrure. La vérité n'était pas une fin, c'était la porte d'entrée d'une famille que personne n'avait imaginée, et dont l'histoire ne faisait que commencer. La vérité n'était pas une fin, c'était la porte d'entrée d'une famille que personne n'avait imaginée, et dont l'histoire ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de café, de lettres jaunies, de photos décolorées étalées sur la table de le chapitre suivant. James apporta son carton, un journal de sa mère adoptive, des bracelets d'hôpital, une mèche de cheveux de bébé. Matthew sortit les siens. Je posai l'enveloppe de Clara au centre. 3 vies, 3 échanges, un seul fil rouge, l'amour malgré l'erreur. James vivait à 2 heures de route, bibliothécaire dans une petite ville côtière. Il n'avait jamais épousé, jamais eu d'enfant. J'attendais quelque chose, dit-il un soir, sans savoir quoi. Matthew rit. Moi aussi. Nous décidâmes de ne pas poursuivre l'hôpital. Trop de temps, trop de cicatrices. À la place, nous créâmes un fonds pour les familles touchées par des erreurs médicales. La première donation, le reste de la vente de la maison. Caleb apprit la nouvelle par un article local. Il appela. Un autre frère. Sa voix était calme, presque curieuse. Je l'invitai à la librairie. Il vint, hésitant, resta au fond pendant une lecture. À la fin, James s'approcha. « Salut, grand frère », dit-il avec un sourire en coin. Caleb rougit, mais serra la main tendue. Pas de réconciliation explosive. Juste un début. Un dimanche, nous fermâmes la librairie pour une journée privée. Pique-nique sur le tapis, thé dans des tasses dépareillées. Matthew raconta ses souvenirs d'enfance, James chanta une berceuse que sa mère lui avait apprise. Je parlais enfin de la nuit où j'avais quitté la maison. Personne ne pleura. On rit beaucoup. Le soir, James accrocha une nouvelle pancarte au-dessus de la porte. Famille trouvée, chapitre 1. Je sortis sous les étoiles, la clé en laiton toujours dans ma poche. Elle n'ouvrait plus seulement une pièce. Elle ouvrait des cœurs. Et pour la première fois, je n'étais plus seul à tourner la poignée. Nous étions 3. Des années plus tard, un 4e dossier arriva et avec lui, la preuve que l'échange n'avait pas concerné que 3 bébés, mais tout un réseau oublié. Des années plus tard, un 4e dossier arriva et avec lui, la preuve que l'échange n'avait pas concerné que 3 bébés, mais tout un réseau oublié. C'était un mardi de printemps, la librairie embaumait le lilas frais. Un coursier en uniforme gris déposa une boîte scellée sur le comptoir. Pas d'expéditeur, juste une étipe aux estampillés d'un cabinet notarial de la capitale. Matthew signa, James et moi échangeâmes un regard. À l'intérieur, des chemises cartonnées numérotées, un disque dur, une lettre cachetée. À Marlène Walker et ses fils. Ouvrir ensemble. Nous fermâmes tôt. Dans le chapitre suivant, nous étalâmes les documents sous la lampe centrale. Le notaire expliquait. Un ancien administrateur de l'hôpital, mourant, avait légué ses archives personnelles. Il avait supervisé la maternité en 1994. Pas 2, pas 3, mais 7 échanges confirmés cette nuit-là. Des familles payées au silence, des dossiers scellés, un système pour masquer des erreurs de personnel. Matthew pâlit. James feuilleta les noms. Regardez, numéro 4, une fille. Une photo jaunie, bébé aux yeux verts, bracelet bébé Thompson. Le disque contenait des enregistrements audio. Nous écoutâmes la voix chevrotante de l'administrateur. J'ai cru protéger l'hôpital. J'ai volé des vies. Pardonnez-moi. Nous restâmes silencieux jusqu'à minuit. Puis James dit, on les trouve. Tous. Le lendemain, nous lançâmes un site discret. Échanger9four.org. Anonyme. Sécurisé. Les messages affluèrent. Une femme de Chicago, je suis la numéro 4. Un homme de Seattle, numéro 6. La première réunion eut lieu dans la librairie. 7 chaises en cercle.
7 visages, 7 histoires. Des larmes, des rires, des étreintes. Une grand-mère apporta des cookies comme à un anniversaire oublié. Caleb vint aussi, en observateur. Il aida à trier les dossiers. À la fin, il murmura « Je peux faire partie de ça ?» Je hochai la tête. « Tu le es déjà. » Nous ne poursuivîmes pas l'hôpital. Nous construisîmes une famille plus large que le sang. Des dîners mensuels, des arbres généalogiques réécrits à la main, des prénoms retrouvés. Un soir, la fille numéro 4, Sophia, accrocha une pancarte au-dessus de la porte. Accueil pour les chapitres perdus. Je sortis sous la pluie tiède, la clé en laiton toujours là. Elle n'ouvrait plus une pièce, ni même des cœurs. Elle ouvrait le monde. Et pour la première fois, nous n'étions plus échangés. Nous étions choisis. Mais le dernier dossier, caché au fond de la boîte, portait un sceau rouge et un nom que même Clara n'avait jamais osé prononcer. Mais le dernier dossier, caché au fond de la boîte, portait un sceau rouge et un nom que même Clara n'avait jamais osé prononcer. Nous étions 7 autour de la table, le cercle désormais familier de le chapitre suivant. La pluie de printemps tambourinait doucement sur les vitrines. Matthew souleva le dossier scellé, le seau craqua comme un os ancien. À l'intérieur, une seule feuille jaunie, une photographie en noir et blanc, et une note manuscrite. Le nom, Dr Elias Osborne. Le visage sur la photo, un homme d'une 60aine d'années, cheveux blancs, regard perçant. En bas, père biologique BB1, échange originel. Sophia, la numéro 4, lut la note à voix haute, la gorge serrée. L'échange n'a pas commencé par erreur. Il a commencé par moi. J'ai ordonné les transferts pour couvrir la perte de mon propre enfant, mort à la naissance. J'ai pris le vôtre pour le remplacer. Clara a découvert trop tard. Pardonnez-moi, ou jugez-moi. Le choix est vôtre. Un silence glacial tomba. James brisa le premier. Il est vivant. Le notaire avait joint une adresse, une maison de retraite à 1 heure de route. Nous décidâmes à l'unanimité, nous irions. Tous les 7. Le lendemain, nous roulâmes en convoi. La résidence sentait le désinfectant et les roses fanées. Une infirmière nous guida vers une chambre au fond du couloir. La porte s'ouvrit sur un vieil homme frêle, assis près de la fenêtre, regardant la pluie. Il se tourna. Ses yeux, les mêmes que Matthew, que James, que Sophia, s'écarquillèrent. « Vous êtes venus. » Je m'avançai. « Nous sommes vos enfants. Ceux que vous avez échangés. » Il pleura sans bruit. Je n'ai jamais eu le courage de Clara. J'ai vécu avec le poids. Matthew posa la photo sur la couverture. Pourquoi? Elias soupira. Ma femme ne supportait pas la perte. J'ai cru que voler une vie en rendrait une. J'ai volé 7. Sophia s'assit à côté de lui. Nous ne sommes pas ici pour punir. Nous sommes ici pour comprendre. Il tendit une main tremblante. Alors restez. Laissez-moi vous raconter chaque nuit où j'ai prié pour votre pardon. Nous restâmes jusqu'au crépuscule. Il parla. Nous écoutâmes. Pas d'absolution immédiate. Juste la vérité, nue, enfin libre. En partant, il murmura « Merci d'avoir ouvert la dernière porte ». De retour à la librairie, nous accrochâmes la photo d'Elias au mur, à côté des nôtres. Une nouvelle pancarte « Pardon n'est pas oubli ». C'est continuation. Je sortis sous la pluie, la clé en laiton toujours dans ma poche. Elle n'ouvrait plus des secrets. Elle ouvrait la miséricorde. Et pour la première fois, nous n'étions plus victimes. Nous étions auteurs. Le lendemain, un appel anonyme retentit dans la librairie, une voix de femme, tremblante, il y a un 8e bébé. Et il est en danger. Le lendemain, un appel anonyme retentit dans la librairie, une voix de femme, tremblante, il y a un 8e bébé. Et il est en danger. Le combiné collé à ma oreille, je sentis le froid de l'inconnu me traverser. Qui est à l'appareil? Un souffle saccadé. Infirmière de nuit, 1994. J'ai aidé Osborne. Il m'a forcé à cacher le dernier échange. Le bébé numéro 8, une fille. Adoptée illégalement hors réseau. Ses parents adoptifs viennent de mourir. Elle est seule, traquée par un héritier qui veut effacer les traces. Matthew et James se figèrent derrière moi.
Sophia nota l'adresse murmurée, un foyer d'urgence à 3 heures de route. Elle s'appelle Lily. 29 ans. Elle ne sait rien. Clic, ligne coupée. Nous n'hésitâmes pas. Cette voiture, 7 cœurs, une mission. En route, Elias appela depuis la résidence. J'ai le dossier original. Je viens avec vous. Nous le récupérâmes. Il tenait une mallette usée, les mains tremblantes. Lily était ma préférée. J'ai falsifié son acte pour la protéger, ou me protéger. Au foyer, la nuit tombait. Une jeune femme aux cheveux noirs, yeux verts familiers, faisait ses valises. Elle leva la tête, méfiante. « Qui êtes-vous » Je m'avançai, la photo du groupe à la main. « Nous sommes ta famille. L'hôpital t'a volé. » Elle recula. « Mes parents sont morts dans un accident. Leur frère dit que je n'ai rien. Il veut me faire interner. » Elias boita jusqu'à elle. « Je suis le responsable. Et je vais tout réparer. » Il ouvrit la mallette, acte de naissance original, testament de ses parents adoptifs la nommant seule héritière, preuve contre l'oncle. Lily pleura. Matthew la serra. James appela un avocat du réseau. Sophia prépara une chambre à la librairie. L'oncle arriva, furieux. Police déjà alertée. Menottes. Fin de partie. De retour à le chapitre suivant, Lily accrocha une nouvelle pancarte. 8e chapitre Lily. Je sortis sous les étoiles, la clé en laiton toujours là. Elle n'ouvrait plus la peur. Elle ouvrait l'espoir. Et pour la première fois, nous n'étions plus brisés. Nous étions complets. Mais au fond de la mallette d'Elias, une dernière enveloppe scellée portait le sceau de l'hôpital et la mention « Ne jamais ouvrir avant le 10e anniversaire de la vérité ». Mais au fond de la mallette d'Elias, une dernière enveloppe scellée portait le sceau de l'hôpital et la mention « Ne jamais ouvrir avant le 10e anniversaire de la vérité ». 10 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Clara avait glissé son secret sous ma porte. La librairie le chapitre suivant était devenu un phare, 8 frères et sœurs, des ateliers bondés, un fonds qui aidait des centaines de familles. Lily gérait les événements, Sophia écrivait un second livre, James et Matthew avaient ouvert une annexe en ville. Caleb, désormais sobre et constant, animait un cercle pour pères absents. Elias, frêle mais lucide, vivait dans l'appartement au-dessus, dictant ses mémoires à un magnétophone. Ce soir-là, nous nous réunîmes tous les 8 autour de la grande table ronde. La neige de novembre recouvrait les vitrines comme un rideau blanc. Elias posa l'enveloppe jaunie au centre. Le temps est venu. Ses mains tremblantes brisèrent le sceau. Dedans, une clé USB, une lettre pliée, et une petite boîte en argent. La lettre, dactylographiée. Si vous lisez ceci, vous avez survécu à la vérité. L'hôpital a fermé, mais ses secrets dorment encore. Cette clé contient les dossiers complets de 1994, tous les échanges, tous les paiements, tous les noms. Publiez-les. Ou enterrez-les. Le choix est vôtre. La boîte contient la seule chose que j'ai gardée de mon vrai fils, son bracelet de naissance. Matthew brancha la clé. Des milliers de fichiers. Des familles entières. Des vies volées au-delà de notre cercle. Lily ouvrit la boîte. Le bracelet était minuscule, taché de temps. Bébé aux Sornes 12 avril 1994. Elias pleura. Il est mort dans mes bras. J'ai cru que voler les vôtres le ramènerait. Sophia serra sa main. Nous allons publier. Pas pour punir. Pour guérir. Le lendemain, échanger9four.org devint un portail mondial. Les médias affluèrent. Des lois changèrent. Des enquêtes fédérales s'ouvrirent. 1 an plus tard, la librairie accueillit la première conférence nationale sur les erreurs d'identité médicale. Elias monta sur scène, soutenu par nous 8. Il leva le bracelet. Ceci n'est pas une relique. C'est un commencement. Je sortis sous la neige, la clé en laiton toujours dans ma poche. Elle n'ouvrait plus une pièce, ni même un chapitre. Elle ouvrait l'avenir. Et pour la première fois, nous n'étions plus 8. Nous étions des milliers. Dans les fichiers publiés, un nom clignota le mien, lié à un 9e échange que personne, pas même Clara, n'avait soupçonné. Mais dans les fichiers publiés, un nom clignota le mien, lié à un 9e échange que personne, pas même Clara, n'avait soupçonné. La conférence battait son plein. Des centaines de visages,
des caméras, des larmes. Sur l'écran géant, les dossiers défilaient. Puis un fichier verrouillé s'ouvrit, Walker Marlène 1965. Mon année de naissance. Pas 1994. 1965. Le silence tomba comme une hache. Matthew arrêta la présentation. Maman. Je fixai l'écran. Le document, échange à la naissance hôpital central, 12 juin 1965. Bébé Walker échangé avec bébé Harlan. Motif, couverture d'une erreur administrative. Elias, pâle, murmura, ce n'était pas seulement 1994. Le système existait depuis des décennies. La foule retint son souffle. Lily tapa sur le clavier. Une photo apparut, 2 bébés côte à côte. L'un avec mon nez. L'autre. Sophia zooma sur le bracelet, bébé Harlan Marlène. Je vacillai. James me rattrapa. Tu n'étais pas la mère. Tu étais l'enfant. Le fichier contenait une adresse, une femme de 90 ans, vivant seule dans une ferme à la campagne. Ma vraie mère. Nous partîmes à l'aube. 8 voitures, 8 cœurs, une quête finale. La ferme sentait le pain et le bois brûlé. Une vieille dame ouvrit, yeux bleus comme les miens. Marlène, dit-elle, voix brisée. Je hochai la tête. Elle pleura. J'ai su le jour où tu es née. Ils m'ont dit que tu étais morte. J'ai cherché toute ma vie. Elle nous fit entrer. Des albums photos, moi bébé, volés, donnés à une autre. Mes parents, ceux qui m'avaient élevée, avaient reçu un paiement. Elias s'assit à côté d'elle. J'ai commencé le cycle. Vous l'avez terminé. Nous restâmes jusqu'au coucher du soleil. Pas de colère. Juste des histoires, des rires, des mains jointes. De retour à la librairie, j'accrochai une nouvelle pancarte, chapitre originel Marlène. Je sortis sous les étoiles, la clé en laiton toujours là. Elle n'ouvrait plus des secrets, ni des familles, ni même le monde. Elle ouvrait moi. Et pour la première fois, je n'étais plus perdue. J'étais trouvée. Merci d'avoir suivi ce voyage. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. Partagez la vôtre en commentaire. Votre chapitre compte.